c'est parfait. Voilà. Bonjour tout le monde déjà et merci pour être encore là. C'est samedi matin, donc j'espère que vous avez bien profité de la séance des Yin Yoga. Ça fait vraiment du bien. Donc personnellement, je pense que c'est toujours bien une bonne idée de mettre ensemble l'atelier des Yin Yoga ou des Hatha Yoga comme elle fait Cécile avec le séminaire. Et aujourd'hui, il y a encore plus de sens en fait, parce que c'est le thème aujourd'hui, c'est vraiment la pleine conscience, chose que est très difficile à atteindre. Et parce qu'on vit dans un monde où on a beaucoup de sollicitations et donc on a toujours du mal à se concentrer, à faire une seule chose à la fois. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est lié à la pleine conscience en mangeant. Donc, c'est bon, un sujet qu'on sollicite plusieurs fois pendant en fait, la préparation pour l'intervention en chirurgie bariatrique, mais que ça concerne un peu tout le monde, en fait, parce que tout le monde a des problématiques à prendre plaisir et à comprendre ce qu'on est en train de faire quand on mange. Donc peut-être que certaines d'entre vous ont déjà fait l'atelier. Donc j'espère que quand même vous apportera quelque chose de nouveau. En tout cas, on va dire que rebondir, ça va faire toujours du bien. Et on n'est jamais dans la même phase dans la vie, en fait, quand à un an de différence. Donc j'espère que quand même ces fois-ci, il y aura des autres, comment dire, phrases ou des thématiques qui vont vous parler et vous aider. Donc, pourquoi on parle de pleine conscience? Parce que, en fait, c'est un thème assez, voilà, on va dire, de mode. Et on parle en anglais de mindfulness, ça veut dire être présent vraiment avec la tête complètement. Ça, pourquoi? Parce que si c'est vrai que le corps est dans l'instant présent, l'esprit souvent ne le pas. Donc, souvent, on a une partie qui vit quelque chose, mais la tête est déjà ou projetée vers une affaire à faire, attendre le linge, répondre aux mails, ou dirigée vers des pensées, voilà, des souvenirs du passé. Donc, c'est une partie très importante du changement et une alliée nécessaire pour changer les rapports avec la nourriture. Parce qu'à la base, l'effet de ne pas manger en pleine conscience, c'est une des problématiques plus récurrentes quand on a un problème dans le rapport avec la nourriture. Donc, n'est pas la force de volonté ni la discipline les volants du changement, mais plutôt la prise de conscience qu'il y a une problématique et voilà, la prise de conscience de ce que l'on est en train de faire et pourquoi on veut apporter un changement. Donc, j'espère en fait qu'au but, au but, en fait, à la fin de notre séminaire, on va quand même comprendre ensemble ben, pourquoi c'est important en fait d'aller vers ce changement. Donc, on parle beaucoup de des mindfulness, donc de pleine conscience, et on en parle dans tous les sujets que ce soit l'anxiété, que ce soit la dépression, que ce soit le stress, que ce soit la nourriture. Alors, c'est pas la panacée, mais effectivement, quand on va voir les études scientifiques, surtout les plus costauds, qui s'appellent des méta-analyses, donc plusieurs études qui ont été mises ensemble et on va voir au niveau statistique qu'est-ce que ça donne, ben, on a vu que les études ont démontré que qui pratique la pleine conscience améliore la gestion du poids, améliore le sommeil, la perception de la douleur et améliore les défenses immunitaires. Ça, c'est en fait, la considération en fait, de ce travail, donc d'une méta-analyse qui est assez copieuse. Donc, tout l'intérêt, non seulement pour l'alimentation, mais aussi pour d'autres sujets, d'apprendre à vivre en pleine conscience. Et j'espère que, voilà, quand on a fait la méditation tout à l'heure, vous avez compris que le body scan, c'est vraiment la capacité de se mettre en écoute active de notre corps, de nos sensations. On a déjà parlé d'alimentation intuitive, on a fait les séminaires sur ça. Donc, je vous rappelle, parce que c'est important en fait de les voir
en, en relation aussi à la pleine conscience, que dans l'alimentation intuitive, on a le permis inconditionnel de manger. Démanger et un repos, en réponse aux stimuli, donc ça veut dire qu'on mange sur la faim et on a envie de manger et on arrête quand on est rassasié. De faire confiance à ces signaux, comme la faim, les rassasiements, et de refuser en fait la culture du régime. Ça, c'est la partie plus difficile parce que j'imagine qu'après des années et des années des régimes, on a quand même un peu ancré malheureusement l'habitude à éviter les féculents, manger beaucoup de protéines, éviter le pain, ne pas manger les fruits. Donc, en fait, tous ces, comment dire, croyances alimentaires qui sont liées, en fait, malheureusement, à tout notre vécu. Donc, pourquoi je vous parle d'alimentation intuitive? Eh ben, parce que, en fait, encore une fois, les études ont démontré que quand on a une alimentation intuitive, ça veut dire qu'elle répond à la fin et au rassasiement, on a des indicateurs de santé qui sont meilleurs. Ici, c'est en anglais, mais vous pouvez voir en fait les niveaux de triglycérides. En premier, j'ai souligné ici en orange, Lower Body Mass Index, ça veut dire un index de masse corporelle plus bas. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand on mange en pleine conscience, on a un index de masse corporelle plus bas, des triglycérides plus bas, les lipoprotéines qui sont en fait les transportrices du cholestérol et ça augmente en fait la santé au niveau cardiovasculaire. Donc en fait, encore une fois, on a quand même tous les intérêts à essayer de s'approcher à cette alimentation qui est plus intuitive. Et ça, encore une fois, j'y tiens beaucoup à parler en fait, de tout ce qui est les résultats au niveau scientifique, mais parce que euh, dans notre culture, et je suis sûre que quand vous arrivez au CCO, vous arrivez avec l'idée en fait que les régimes ont marché dans votre passé. Et ça, c'est vrai parce que ça marche sur le court terme. Les régimes fonctionnent sur le court terme. Mais quand je vous fais l'interview et je vous dis, est-ce que vous avez essayé de perdre du poids avec des régimes? Tout le monde me dit oui, mais ont été compliqués par l'effet yo-yo. Ça veut dire qu'on a perdu 15, mais on a repris 17. On a perdu 18 et on a repris 20. Ça, c'est l'effet yo-yo qui est quelque chose de physiologique. C'est pas la faute à vous, ce n'est pas la faute de manque de force de volonté, c'est vraiment la problématique métabolique des régimes qui va vraiment en famine et qui va se mettre au repos. Et ça, on l'a avec cette étude publiée par Mann qui démontre que les participants mis au régime, après au moins de 2 à 5 ans, ils reprennent leur poids et la plupart ont une problématique d'effet yo-yo. Sinon, il augmente aussi les risques de développer des l'hypertension, des cardiopathies et les syndromes métaboliques et l'ensemble en fait de notre contexte lipidique. Donc, en fait, on va dire que se mettre un régime avec cette hypocalorie restreint, c'est beaucoup plus néfaste que plutôt étendre un équilibre plus longève, plus modeste, mais sur le long terme. OK? Et donc, le concept, en fait, des problématiques des régimes, il est né, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, quand monsieur Keyes, il a fait cette étude. En fait, les Américaines, ils voulaient, en fait, aider les Européennes ils venaient, en fait, des années de famine, voire des mois, voire des années. Et donc, il dit, en fait, comment on va rénourrir, on va alimenter à nouveau cette population européenne après des mois de famine. Et donc, il dit, est-ce qu'il y a des risques? Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des messieurs, des gars, et ils les mettent en fait en alimentation hypocalorique. Donc, pendant 6 mois, ils sont au régime à 1500 calories. Et donc, après les 6 mois, ils ont le permis de remanger. Est-ce qu'ils se sont entendus? Ils attendaient en fait des problématiques au niveau métabolique, au niveau osmolaire, au niveau cellulaire. Mais ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'est qu'en fait, la poursuite pendant 6 mois de problèmes d'un régime hypocalorique
faisait naître des problématiques au niveau du rapport des troubles de comportement alimentaire. Donc, après 6 mois, le sujet est très dépressif, est très anxieux, était en obsession avec la nourriture. Donc, ça, c'est important de le comprendre pour éviter de mettre le pied dans le piège toujours de cette culture du régime. Parce qu'effectivement, c'est pas rentable sur le long terme. Et donc, pour parler de la conscience, de l'inconscience, je pense que tout le monde a vécu ou vit cette expérience de pilote automatique où on est en train de faire des choses mais on ne se rend pas compte. Ou comme on dit, où est-ce qu'elles sont mes lunettes? Ah, je les sur moi. Je pense que si vous êtes arrivé et on pense automatiquement à d'autres choses. Donc, l'impact de cette expérience sur notre existence est essentiel pour apprendre pardon, et à manger en pleine conscience. Sauf que on est vraiment dans un contexte où on dit qu'on a un déficit de l'attention. Et c'est pas ce qu'on appelle la DHT, hein, c'est pas la maladie hein, qui malheureusement ont beaucoup d'enfants et d'adultes au jour d'aujourd'hui. Non, le psychiatre Edward Hallowell a identifié, après avoir étudié beaucoup de patients avec TDAH, il a introduit ces termes pour définir les déficits de l'attention, qui est les résultats en fait de vivre dans un environnement qui est surchargé. Et donc, ça donne beaucoup d'informations au niveau cérébral. C'est pas la maladie TDAH. C'est comme s'il était, mais c'est dû en fait à l'environnement. OK? Donc, elle se manifeste par la frénésie, l'impatience, la possibilité, parfois aussi l'agressivité. Elle conduit en fait à des difficultés d'organisation et d'identification des priorités. Donc, c'est un état en fait de confusion, un état où on fait les choses de façon automatique, mais parce qu'on a quand même en fait des injonctions qui viennent dehors. Vous voyez? Donc, c'est très important d'être, comment dire, quand même euh, au moins à connaissance de cet effet parce qu'on est un peu tout en fait dans les joues de la surcharge cérébrale, surtout grâce aux réseaux sociaux, au téléphone, grâce à un mode de vie que personnellement j'estime qu'il devient de plus en plus frénétique et qu'il laisse derrière lui en fait beaucoup de choses positives comme le vivre en famille, comme le contact avec la nature. Et donc on est de plus en plus en fait engagé à faire 2000 choses à la fois et finalement on fait tout mal et ça mène en fait ces problématiques aussi en rapport avec la nourriture. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? On mange pas seulement, on est toujours en train de penser qu'il faut étendre la linge, il faut faire les courses, répondre aux textos, et il faut faire le gasoil, et voilà, je dois appeler mon mari. Donc, en fait, je vous demande, comme ça, pour avoir un peu une idée, ce que vous avez mangé hier midi. Est-ce que d'entre vous, il y a quelqu'un qui sait répondre qu'est-ce qu'il a mangé hier midi? Hmm? Alors, j'ai mangé à la Oui, cantine. oui, Bonjour Viola, c'est Rebecca. J'ai oui. mangé à la cantine. OK. Voilà, ça je me rappelle. Et de la dinde avec, je crois que c'est des endives braisées. Et puis, alors, les légumes, les pommes de terre. Donc, ça vient, mais en même temps que je parle quand même, hein. Ah oui, OK. Voilà. Donc, d'abord, ce qui m'est revenu, c'est la cantine du boulot. Voilà, Oui, OK. voilà. Est-ce qu'il y a... Mais c'est pas immédiat. Ouais, très bien. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui n'a pas souvenir, en fait? Ah non. Ouais, il n'y a personne. OK, bon. C'est déjà pas mal, hein? Moi, je suis honnête, hein, j'en ai le souvenir parce que je suis en train de faire un carnet alimentaire. C'est parce que Ah, j'ai OK. noté noir sur blanc ce que j'ai mangé. Sinon, je suis sûre que je me rappellerai pas. C'est que le fait de OK. l'avoir noté m'a aidé à l'enregistrer, je pense. Ouais. Pourquoi tu fais Ouais, ces moi cartes? complètement. Moi, je me Ouais, rappelle pas non plus. Ouais. Je OK. fais mon petit carnet, moi, pour surveiller, parce que je sais que je suis repartie complètement en vrille. Donc, je refais mon petit carnet pour surveiller, pour voir ce qui quoi. Et ça me fait ouvrir les yeux sur des trucs que je me rends pas compte. OK, très bien. Bon.
Ça, c'est la pleine conscience, encore une fois, hein. C'est être en conscience de ce qu'on est en train de faire, justement pour le biais de noter. Donc, bien évidemment, c'est un outil. C'est pas pour toujours parce que sinon ça devient un contrôle, mais on peut le faire vraiment pour une semaine, 2 semaines, voilà, pour avoir un peu le résumé et voir envoyer en arrière un peu C'est la ça. pleine conscience de ce qu'on est en train de faire. Et vous, Anne, donc vous vous souvenez pas, est-ce que vous vous souvenez comment vous étiez en train de manger et où vous étiez en train de manger? Ah oui, oui, ça, je me rappelle. Ça, je Ok, me rappelle. Mais, ah, ça y est, je me rappelle, oui. Voilà, ça va. Ça va, je me ok, rappelle pas du tout, mais un petit peu quand même. ok. C'est horrible, hein? Ah oui, non, mais ce qui arrive assez souvent, c'est qu'on mange en fait dans un contexte un peu trop, comment dire, euh, surchargé des stimuli et donc finalement, on n'en prend pas vraiment le plaisir au niveau alimentaire. Donc, on ne goûte pas l'assiette, on ne fait pas attention aux sensations alimentaires et ça, c'est la partie en fait un peu plus difficile quand on a un problème de poids parce qu'on mange de façon automatique sans se rendre compte en fait que l'estomac, il est en train de nous donner des informations. Et si on ne les écoute pas, en fait, on risque de manger trop par rapport à ce que l'estomac est en train de nous dire. OK? Donc, c'est très important voilà, de voir un peu tout le processus pour avoir quand même une idée, sachant que c'est pas vraiment la faute aux réseaux sociaux, c'est pas non plus la faute à 100% à notre environnement, parce que déjà, Léonard da Vinci, il disait, et donc on parle quand même d'il y a 500, 600 ans, donc il disait en fait, l'homme moyenne regarde sans voir, entend sans écouter, il touche sans s'apercevoir, mange sans goûter, il bouge sans percevoir les odeurs et les parfums et parle sans réfléchir d'abord. Donc, ceci dit, c'est pas nécessairement dû au fait qu'il y avait des téléphones ou des portables ou Instagram et Facebook, hein. Donc, c'est vraiment la façon en fait du cerveau en fait d'anticiper et d'aller avant en fait avec les pensées. Donc, quand on mange sans conscience, ce qui arrive assez souvent, c'est qu'on mange par habitude. Donc, on mange parce que c'est l'horaire, parce que c'est midi, parce que les enfants sont à table, mais on ne s'interroge pas. On mange d'habitude, par habitude, dans le temps d'habitude, mais les choses d'habitude. Donc, ça veut dire qu'on prépare toujours les mêmes choses. Mais c'est pas nécessairement ce qu'on a envie de manger. Donc, en fait, on fait des pâtes avec des légumes et un steak haché, mais c'est pas nécessairement ce qu'on aurait envie de manger. Parce que ça, c'est l'habitude. Les enfants doivent manger ça. Mon mari aime ça. Et donc, en fait, on se laisse piéger dans la situation familiale, mais on n'écoute pas ce qu'on pense, ce on a en fait comme envie. Et finalement, donc, on mange trop. On verra ça pourquoi on mange trop, sans habitude, quand on mange par habitude. Donc, le fait de manger en pleine conscience, non seulement aiderait à faire la paix avec la nourriture, mais ça rendrait aussi plus heureuse, en fait, car on détache les cerveaux en fait du système des défauts, de dire hop, on fait ça, 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 c'est midi, il faut manger les pâtes, les enfants, après le soir la douche, voilà. Et on active plutôt les régions députées en fait à ce qu'on à s'interroger à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on a envie de manger. OK? Donc en fait, les points clés, c'est d'être présent. Mais être présent, c'est pas nécessairement OK pendant le repas. Certes, la plupart d'entre vous êtes ici pour un problème au niveau du rapport avec la nourriture ou un problème de poids. Mais l'objectif est d'être présent aussi quand on est en train de conduire, quand l'esprit part, ben, on revient en fait au volant, on revient à la radio, on revient au frein, à la boîte. Vous voyez, donc c'est l'attitude de passer la serpillière, mais d'être présent sur ce qui est récent nos bras, en train de brosser les dents. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens comme parfum?
Est-ce que je suis en train de préparer les lits? Comment c'est les tissus de mes draps? Vous voyez, en fait, c'est l'objectif est d'être présent. C'est pour ça qu'est très intéressant et très aidant la méditation, parce que ça pose en fait la personne dans la posture de faire un petit pas en arrière et d'éviter de se laisser embarquer dans le passé, dans les pensées, pardon. Donc, d'être toujours, bien évidemment, c'est un effort, hein. Il n'y a personne, je pense même, comment dire, les mondes bouddhistes, qui arrivent quand même à avoir complète abstraction, en fait, des pensées. Et c'est physiologique, parce qu'on est envahi de ces pensées. Mais le but, c'est vraiment de se mettre dans la posture d'observation. OK? Donc, j'avais préparé la suite, en fait, pour la méditation, mais on l'a déjà fait. On a déjà fait le body scan avec Cécile. Donc, je dirais qu'on commence à avancer avec le reste. Et il y a pas de questions jusqu'à présent? OK, allez, on continue. Donc, quels sont les 6 principes du manger en pleine conscience? Donc, ce livre, je vous ai mis comment dire, la face en anglais, mais il y a aussi en français, c'est Manger en pleine conscience, où vous avez celui-là des Liner aussi, ou des Chosen. Ben, je vous mettrai peut-être, je vais partager avec toi les titres, le site, que tu pourras le mettre sur le WhatsApp. Oui, oui, Euh, bien sûr. Sinon, je vais les chercher, comme ça vous le voyez. Mais bon, les 6 principes sont respirer et vérifier les signaux des faim et des satiétés avant de commencer à manger, avant. Examiner la nourriture qu'on est en train de manger, ralentir, monitorer la faim pendant et à la moitié du repas, mastiquer soigneusement et savourer la nourriture. OK? Donc ça, ce sont les 6 étapes. La première, c'est donc la respiration. Moi, j'ai mis en fait cette boule de neige parce que j'invite les patients vraiment avant de s'installer à table de tourner cette boule de neige et de voir les flocons de neige qui tombent. Souvent, on arrive à table avec une charge d'émotions. Donc, ce qu'il faudrait faire, et je vous conseille de faire, c'est prendre 2 minutes de respiration en pleine conscience avec la main sur le ventre. Déjà, comme ça, on active la respiration diaphragmatique, donc on stimule la vague qui prédispose à la digestion. Et des deux, en fait, faisons ce exercice avec la boule de neige. Et il y a beaucoup de patients qui ont déjà la boule de neige, en fait, dans leur table. Ben, en fait, le but, c'est de se dire, je laisse calmer. Les flocons de neige sont les émotions, ce sont les pensées, tout ça. Je les laisse déposer pour éviter d'aborder l'assiette avec cette charge mentale et de finalement manger mes émotions. OK? Donc, c'est vraiment pour mettre une séparation entre ce qui était et ce qui sera. OK? Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à table de les faire, ne pas manger, hop, vite, on mange, hop, on repart et on fait la cuisine et tout ça, mais d'essayer de prendre le temps. Mais la respiration, c'est à la base, surtout pour ce que je viens de vous dire, sur l'activation du nerf vague. Et après, donc, on a dit identifier les signaux de faim et de rassasiement. Donc, ça, c'est l'échelle de la faim. Comme vous le voyez, en fait, on a des 1 à 10 où 1, j'ai vraiment trop faim. Quand on n'a pas respecté les signaux de la faim pendant toute la journée, on arrive au soir où on mangerait aussi les pieds de table. Appétit vorace, 2, donc quand même beaucoup de faim. La bonne faim ressentie, c'est le 3. La 4, c'est un petit creux. 5 et 6, c'est neutre. 7, on est rassasié, on commence à être satisfait de ce qu'on a mangé. Le 8, c'est bien rempli. 9, trop plein. Et 10, on a mangé au-delà en fait de nos possibilités et on se rend malade. Donc ça, c'est l'échelle visuelle. Et c'est important donc quand on s'installe à table de dire où est-ce que je me situe?
Est-ce que j'ai vraiment beaucoup faim? J'ai une petite faim? Où est-ce que je suis? Donc ça permet justement de se poser la question et de rentrer en connexion avec notre estomac ou nos envies de manger. Hmm? Après, donc, quand on s'est servi, donc on a pris la décision de manger une telle assiette. Donc, est-ce que l'assiette me plaît? Donc, on commence à examiner la nourriture et, euh, et on commence à comprendre ce qu'on a devant nous. À quoi ça ressemble? La couleur? Est-ce qu'elle est invitante? Je sens les odeurs. D'où ça vient l'aliment? Est-ce que je reconnais les aliments naturels avec lesquels a été faite la nourriture? C'est pas transformé, c'est transformé. Vous voyez? Est-ce que c'est des aliments traités? Est-ce que je reconnais les ingrédients? Et après, donc on goûte et après quelques bouchées, on a comme un système en fait qui donne, il y avait des expectatives en fait au niveau de ce qui l'assiette présentait et avec les bouchées qu'on vient de manger, on a ou non une correspondance. Donc il se peut, et voilà, on a notre assiette de lasagne face à nous, on goûte quelques bouchées, mais finalement, ben, la tomate est trop acide ou les pâtes sont trop dures. Donc finalement, il n'y a pas de correspondance. Moi, je m'attendais des bons assiettes de lasagne, mais finalement, ça, c'est trop cuit, c'est sec, ça ne me plaît pas. Donc il n'y a pas de correspondance. Ça, c'est important parce qu'on ne peut pas manger quelque chose qui ne nous plaît pas. Parce qu'on a des, comment dire, quand on s'approche à la nourriture, on a quand même des idées de ce qu'on va manger. Et s'il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas le plaisir alimentaire qui va se construire. Donc, on sort de l'expérience alimentaire démuni, en fait, on a vidé cette expectative. Et j'ai fait toujours l'exemple, en fait, de Forrest Gump dans sa phrase typique, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais ce qui va nous arriver. Ben, c'est vrai, parce que si vous imaginez la boîte de chocolat de Noël où vous tombez sur le petit chocolat qui ne vous plaît pas, vous avez l'expectative, en fait, de manger les super chocolats, nougat et tout ça, mais finalement, vous tombez sur celui avec l'alcool. Personnellement, moi, je déteste, mais après, voilà, il y a des gens qui l'aiment. OK? Donc, bleh, ça donne, en fait, on avait quand même une idée qui n'avait pas correspondu, en fait. Et donc, il faut qu'on s'éloigne de cette idée parce que on a besoin de créer le plaisir alimentaire. On n'est pas en train de mourir de faim, donc on n'a pas besoin nécessairement de manger quelque chose qui ne nous plaît pas. On est d'accord? Donc, l'étape suivante, c'est de ralentir. Bien évidemment, ça vient en fait avec la posture qu'on a à table et du temps qu'on dédie en fait au repas. C'est pour ça que quand on insiste beaucoup avec la diète du temps de repas, c'est pas nécessairement dû à la mastication, même si la mastication, on verra, c'est très importante, mais c'est aussi le fait de prendre le temps. Et ça, c'est effectivement donc lié au fait que dans cet article, 30 fins, on a vu au niveau scientifique, ont été soumises à un test de pouvoir choisir en fait la nourriture ad libitum. Donc, elles pouvaient manger ce qu'elles voulaient. Et dans les deux groupes, la quantité consommée au niveau calorique n'a pas changé. Mais il y a eu une diminution de la faim et une augmentation de la satiété dans les périodes postprandiales quand on avait la possibilité de manger lentement. Donc, vous voyez, en fait, ça permet justement de démontrer au niveau scientifique que l'effet de manger lentement, ça a un impact pas nécessairement sur la quantité calorique, mais sur le fait que postprandial, on est plus rassasié et on a moins faim. OK? Donc, ça, c'est très important. C'est pour ça que aussi pendant, on va essayer d'être attentive pendant le repas et se poser la question au mi-chemin, est-ce que, quand on a au mi-chemin de notre assiette, est-ce que j'ai un réel sentiment de satiété? Il se peut, hein? Il se peut qu'on ait rassasié et que peut-être on a envie de passer au dessert. Mais puisqu'on s'est servi
l'assiette est bien pleine, ben on a grandi avec cette idée qu'il faut terminer l'assiette avant de se sortir des tables, ben on la termine. Mais finalement, on n'aurait plus envie en fait de manger notre salade de pois chiches. On aurait envie de passer au yaourt, mais on la termine. Donc ça demande en fait un travail constant de poser des questions, d'essayer d'être honnête vers nos envies. OK? Et après, donc, l'autre, l'autre outil qu'on peut justement marier, c'est l'outil stop. Donc, à la moitié du repas, on se dit stop. Donc, on est dans la observation, on fait un respire, donc take a breath, on observe les signaux des faim et des rassasiements. Si tout va bien, et donc, effectivement, j'ai encore faim, j'ai encore envie, je vais procéder à manger. Donc, ça, c'est le stop. OK? La partie d'observation, c'est vraiment, comme on l'a dit au début, en fait, quel goût à la nourriture? Est-ce que mes papilles gustatives continuent à l'apprécier? Elle me plaît encore? Je suis en train de manger parce que j'ai faim ou parce que je ne veux pas laisser? Hmm? Donc ça, c'est toutes des interrogations, en fait, qu'on doit continuer à se poser. Et après, donc, on a l'effet de mâcher attentivement. Mâcher, manger consciemment, ça veut dire aussi mâcher attentivement. C'est faire attention à la nourriture et prendre le temps de savourer. Donc, c'est la partie un peu critique, mais je vous raconte en fait de ce monsieur qui s'appelle Horace Fletcher, qui était un gentleman anglais enthousiaste de sa méthode, donc qui préconisait de manger et mastiquant à 40 fois chaque bouchée. Donc, en fait, c'est de la bouille. Euh, plus. Hein. Déjà, Claudia, elle vous demande de mâcher 15 fois. Et déjà, je pense que la plupart ne le font pas et que c'est assez compliqué. Mais lui, il faisait 40. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lui, il a diminué énormément de poids. Il a résolu ses problèmes digestifs. Il dormait mieux. Merci beaucoup. Mais bon, ça, c'était à l'opposé. Et aujourd'hui, on dit vraiment, il y a son nom qui est devenu en fait une manière de faire. Ça veut dire le fletcherisme, mais ça veut dire mâcher attentivement. Ce qui est important, c'est que aussi les études scientifiques qui étudient en fait les personnes qui mâchent beaucoup, ben, on a vu en fait que mâchant beaucoup, on a un IMC plus bas et une augmentation en fait de l'hormone du rassasiement, de la leptine. OK? Une diminution de la gréline qui est l'hormone de la faim et une augmentation de la leptine qui est l'hormone de la satiété. Donc, pourquoi pas essayer? On va voir qu'est-ce que ça donne. De toute manière, sachez que pendant la mastication, c'est vraiment le fait de bouger la mâchoire qui permet la sécrétion de la salive. La salive, c'est de l'eau, c'est vrai. On en produit jusqu'à 1,5 litre par jour, mais il y a dedans des enzymes. Il y a des enzymes qui ont le rôle d'abord de nous protéger des microbes qu'on va ingérer, et ça c'est physiologique parce qu'il y a des microbes partout. On a déjà des microbes en fait dans la bouche, comme les microbes des caries, hein. Mais l'acidité de la salive permet justement de se battre contre ces microbes. La production de la salive, c'est pour ça qu'on vous invite à éviter de boire pendant le repas. Ben, parce que déjà, si on mâche bien, on arrive à produire, je viens de dire, 1,5 litre de salive par jour. Ça veut dire que si on mâche bien, on est déjà capable en fait d'entourer la bouchée qu'on vient de faire et de la bouiller le plus possible, de la mâcher et de faire si en fait qu'il y ait déjà une première digestion au niveau oral. Ça, ça rend le travail beaucoup plus facile au niveau de l'estomac, surtout quand on a un estomac qui a été opéré. OK? Donc, c'est pour ça que la partie
comment dire, orale de la digestion, à mon avis, elle n'est pas suffisamment surlignée. Et ça doit être vraiment quelque chose des un service qui en rend et pour la digestion, et pour le poids, et pour le sommeil. Donc, tout en fait va bénéficier si la mastication est soignée. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, la mastication? Hmm. Allez, on avance. Donc, l'étape suivante, c'est prendre le temps de choisir des aliments et des aliments qu'on veut manger. Donc, nos papilles ont envie de goûter. Et donc, pour tout ça, il faut essayer justement, la plupart d'entre vous, dans un parcours d'équilibrage alimentaire. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais sachez que parfois, on a besoin en fait de faire ci que les papilles goûtent d'autres choses. La culpabilité qu'il y a derrière autre chose qu'on considère comme interdit, ben fait si que finalement on mange euh, blanc poulet et salade parce que c'est healthy, parce que c'est ce qui a été préconisé, mais finalement on n'aurait pas envie de manger ça. Et donc le but, c'est en fait de s'interroger et de goûter la nourriture pour voir si ça correspond à ce qu'on avait envie vraiment de manger. Donc, s'il n'y a pas de questions, Moi, on a... j'ai une petite question, Yola, pardon. Euh, j'ai testé le resto dans le noir à Marseille. Ah, chouette. Et alors, Et raconte-nous. alors, c'était en hiver, donc les légumes d'hiver, c'est pas forcément, comme c'est un restaurant de saison, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais enfin, j'ai pris le truc. Et je m'étais dit, tous mes sens, ils vont être exacerbés parce que j'ai pas la vue. Et en fait, Ouais. je suis sortie de là assez déçue. Ah ouais. Parce il y avait un peu de peur de pas voir, donc du coup, où étaient les limites du plat. Donc, il y avait un peu au départ sur l'entrée, le fait de vouloir tout ramener au centre. Et du coup, il y avait un œuf parfait. Et ben, en fait, je l'ai quasiment pas senti. Ah ouais. La morue était vraiment super bien cuite, mais je l'ai quand même pas appréciée. Enfin, il y a eu un effet qui est de dire quand même, quand on se prépare une assiette et que visuellement, cette assiette, elle nous plaît et elle nous fait envie, on a déjà fait 50% du travail en disant ça va suffire à nous rassasier. Parce que je suis vraiment sortie de là, pas comme, c'était pas l'expérience que je pensais. Absolument. Le fait d'avoir un sens en moins, ça n'a pas décuplé les autres, ou alors ça les a décuplés, mais potentiellement, ben, ce qu'il y avait au menu, c'était pas, comme je le savais pas, hein, je l'ai su après, c'était pas ce peut-être à quoi je m'attendais, ou c'était pas quelque chose que j'avais choisi. Mais C'était vraiment bizarre. c'est très intéressant. Je pense, Lucie, qu'il faudra qu'on propose un atelier comme ça en noir. Ah, c'est dur, On hein, va, enfin, on va faire jusqu'à un être quart assise, et on va à ouais, c'est un Marseille peu. manger tous ensemble. C'est très intéressant. Bon, Parce voilà. qu'en fait, Donc, la vue, c'est notre son primaire. C'est celui, en fait, qui part en avant. Je me souviens plus en fait combien en fait des récepteurs on a sensoriels, mais les 80% en fait de nos récepteurs, c'est la vue. C'est pour ça que quand on mange en fait une barquette réchauffée dans les micros, c'est un péché mortel en fait. Parce que ouais. la vue en fait, elle sort comment en fait de cette expérience. Donc c'est très intéressant Rebecca qu'il y a quand même on essaye de découper en fait les autres sens. Donc c'est bien parce on commence à remettre comme on fait en fait les personnes aveugles. Hein. Donc ils vont affiner les autres sens sensoriels. Mais bien évidemment, nous qu'on arrive à voir, surtout au niveau alimentaire, la composition de l'assiette. Ben, la céramique de l'assiette, les couleurs de l'assiette, mais de la nourriture aussi, comment elle a été disposée. Oui, Ben, oui. les chefs gastro ne font que ça, en fait. C'est tout, en fait, une question des mises en place. Donc, Ouais. est-ce qu'il y a quelque... Oui, vous voulez rebondir, Rebecca? Ah non, du tout. Bah oui, les photos, après, c'était magnifique, hein, c'est sûr. Mais sur le coup, c'est vrai que je. Alors, vous entendez l'autre qui dit, moi, j'ai goûté l'œuf. Alors, vous avez dit, putain, mais moi, j'ai pas l'œuf dans l'assiette. Alors, vous mettez à racler sur tous les côtés. Enfin, c'est vraiment bizarre. Mais du coup, c'était intéressant. Je pense effectivement porter beaucoup plus d'attention désormais à ce que je vois. Ah oui. Euh,
Et du coup, même ma collation de 4 heures, maintenant, elle est dans un petit plateau avec une serviette en papier coloré. Bon, tant pis pour la planète. Et voilà. Et du coup, eh ben, c'est mieux. C'est mieux. Voilà OK. ce que ça a déclenché chez moi. Après, c'est chez moi, hein, voilà. Donc, Ah, mais c'était c'est ça. moi, le visuel, Merci en tout cas. ça peut faire en sorte que je ne mange pas le repas, hein. Si l'assiette, elle n'est pas belle ou si ça a une apparence qui ne me convient pas, je ne peux pas manger, hein. OK. Ouais, 100%, je comprends. Je vous- L'assiette, la table, c'est important. C'est un cadeau qu'on se fait quand on se met à table, hein. Absolument. Il C'est faut pour que ça ça que soit beau. Beau et bon. voilà, beau, Oui. eh ben, comme elle dit toujours Valérie, Ouais. beau et bon. Ouais. Absolument. C'est pour ça que moi j'insiste, mais ça paraît en fait des détails, mais Non, mettre non. la nappe, Mm. mettre la serviette, mettre Oui. Oui, oui, les couverts, Ouais. oui, Moi, aller oui, chez oui. un brocant et ouais. prendre des couverts en argent, vous voyez, des Oui, détails, c'est oui. important. Dites Ouais. Anne. Oui, moi je voulais dire aussi, c'est que par rapport aux enfants, les enfants qui veulent pas manger de légumes, bah, quand on leur fait une assiette d'un petit clown avec les carottes, les concombres et quoi que ce soit, ça marche à tous les coups, enfin à 99%, sauf ma petite fille. Mais bon, c'est vrai que, et justement, le visuel, il se développe énormément à partir de l'âge de 6 7 ans chez l'enfant, parce qu'avant ça, c'est l'odorat. Le petit bébé, il va manger ce qu'on lui donne par rapport à l'odorat. Et après, quand ils grandissent, quand arrive l'âge de raison, c'est la vue qui se développe énormément. Et un enfant, justement, qui mangeait des légumes en tant que bébé, quand il voit des légumes vers 6 7 ans, et quelquefois, il ne peut plus les manger. Mais quand on leur fait une assiette rigolote, avec des couleurs, avec des jeux dans l'assiette, voilà, eh ben, ils ont envie, justement. Et justement, ça, c'est important. Donc, comme tu disais aussi, moi, j'ai mes tasses et j'ai mes petites assiettes préférées, quoi. Donc, et selon ce que je Ouais. mange aussi, selon ce que je mange. J'ai des assiettes un peu différentes de selon ce que je mange. Donc, c'est vrai que c'est important le visuel en tant qu'adulte. Et après, tout le reste vient après. Et pour information, le lycée hôtelier de Anne-Sophie Pic à Toulon propose régulièrement, sur commande, des repas à l'aveugle. Ils peuvent Ah proposer. bon? Je vais mieux me renseigner avec le Lions Club parce que nous, on a un aveugle qui s'en occupe. Donc, je vais voir parce que je sais qu'ils proposent, ils ont déjà proposé ça par rapport à des clubs, de faire un repas à l'aveugle. Donc, je vais me Ok. renseigner et je reviens vers toi. Allez, super, bonne idée. Donc, on avance avec notre dégustation s'il n'y a pas d'autres questions. Et donc, la dégustation, comme on a dit, en fait, ça sollicite l'acte alimentaire. C'est des mécanismes, en fait, d'une complexité extraordinaire et insoupçonnée. C'est pas que la bouche, mais ça sollicite, comme on vient de dire justement, tous les sens. Donc, tous les cinq sens sont sollicités, la vue, l'odorat, le toucher, interviennent aussi à la mise en bouche, apportant déjà vraiment beaucoup d'informations. Et en bouche, bien évidemment, on a l'image sensorielle de l'aliment s'enrichit grâce au goût, à la partie en fait olfactive, à lui aussi. Donc, nos cinq sens transmettent en fait ensemble à notre cerveau des milliers d'informations en temps réel. Et donc, la perception n'est pas une caractéristique propre à l'aliment, mais elle dépend étroitement de la personne qui l'a construit. Parce que ça veut dire en fait que la même lasagne, en fait, ça peut être magnifique, ça peut être une expérience extraordinaire pour Anne et pas pour moi. Parce que ça dépend en fait de nos expériences, de notre vécu, de notre historique, de ce qu'on a passé. Donc, mais objectivement, on pourrait dire que la lasagne, elle était parfaite, la béchamel était parfaite, les ragoûts, la bolognaise, c'était parfait. Mais ça dépend en fait du mangeur. L'expérience, finalement, c'est les sens dans les cerveaux du mangeur. Donc, c'est ça qui fait en fait la différence. Donc, on disait la vue, en fait, grâce à Rebecca, on a compris l'importance. Et donc, la vue, en fait, donne l'information de son aspect, de l'aspect de la nourriture, du couleur, de la forme. Est-ce que c'est mat? Est-ce que c'est brillant? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est granuleux? C'est opaque? Donc, toutes ces informations visuelles créent des attentes fortes par rapport au goût, en fait, et à la texture qui seront perçues, en fait, en bouche. Donc,
Elle dispose en effet d'un temps d'avance par rapport aux autres sens, mis au profit pour solliciter la mémoire et faire ressurgir dans notre conscience les goûts associés à l'aspect, la forme et la couleur qu'on a vécu. Donc, on voit les cookies, j'ai les souvenirs ah tiens, ça me plaît, je l'ai déjà goûté, c'est bon, je vais le tester, ça va. Donc, en fait, c'est euh, anticipatoire. OK? Donc, après, on a l'odorat. Donc, l'odorat, c'est ces parties, en fait, filaments que vous voyez au-dessus du nez, et en fait, un jeune, OK? Et c'est une muqueuse qui est plaquée au sommet des fosses nasales. Dans la surface vraiment des 300 cm² sont présents environ 50 millions de cellules olfactives qui se terminent par des cils. Et une odeur, c'est rien d'autre qu'une molécule volatile. La molécule doit passer à travers les fines couches, en fait, des muqueuses pour arriver au récepteur de la cascade au niveau, en fait, des fosses nasales ou directement à travers les narines ou quand on est en train de goûter, donc on a les bouchées en bouche par voie rétro-nasale. OK? Donc, c'est pour ça que la préparation, quand on est en train de cuisiner et on a les odeurs, donc c'est des molécules qui arrivent directement dans les narines, ils commencent à solliciter l'odorat et à soi-même, l'odorat commence à préparer la digestion. Vous voyez donc qu'effectivement, c'est un autre péché mortel, chauffer quelque chose en fait dans les micro-ondes sans tout cet aspect préparation, parce qu'en fait, au niveau de la stimulation digestive, c'est complètement à l'opposé. On a tout en fait, on n'a pas tout en fait, ces odeurs en fait qui vont commencer à stimuler les jus digestives, qui vont anticiper le résultat et l'expectative. En fait, on a des mécanismes digestifs et qui commencent bien avant le repas. Donc, la reconnaissance aussi des odeurs précédentes. Et c'est très important quand on pense en fait à l'odorat pour l'augmenter, c'est vraiment flair est mieux que respirer parce que flair, ça permet justement d'augmenter la portée des molécules volatiles qui vont arriver dans la muqueuse en fait de l'odorat. Quand on respire, moins de 10% des molécules odorantes atteignent la muqueuse olfactive. Quand on flaire, en fait, ça arrive beaucoup plus. Ça arrive à une vitesse de 10 mètres au seconde et c'est 2 fois plus rapide. OK? Donc, l'adaptation, c'est un phénomène qui est normal. Je pense que tout le monde a un parfum, tout le monde sait d'adapter à ses parfums parce qu'on le sent tous les jours et donc on le sent finalement plus. Donc, c'est quelque chose de physiologique. Donc, c'est pour ça que la intensité diminue en fait au cours du temps. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des pauses, de changer d'odeur pour revenir aux autres, de permettre la capacité de remarquer les odeurs. Et l'homme, c'est incroyable comme pendant la vie, est capable de reconnaître des odeurs de l'enfance, d'où Proust et la recherche de temps perdu, hein, et des madeleines, et de l'autre côté, est capable d'apprendre de nouvelles odeurs tout au long de sa vie. L'odorat est vraiment magnifique dans ce sens-là. Et bien évidemment, la mémoire olfactive est bien plus durable de la mémoire visuelle. Si vous ne le savez pas, mais bon, on le sait grâce à Proust aussi. Et après, donc, on arrive au goût. Donc, la gustation, c'est la perception des saveurs par la langue. L'olfaction, c'est par la voie rétronasale, la perception en fait des arômes. Et après, on a la troisième composante, c'est la sensibilité du nerf trigémaux, la sensibilité trigéminale qui correspond en fait aux sensations piquantes, rafraîchissantes, irritantes, pétillantes. Donc, c'est vraiment le goût est une représentation qui est multisensorielle composée par les trois.
gustation, olfaction et sensibilité trigéminale. Donc, le goût, en fait, c'est par rapport dans la langue. Donc, dans la langue, on a trois sortes de papilles gustatives qui sont éparpillées dans la langue et chacune, en fait, permet, avec la salive et à la température du corps, donc dans le 37 degrés au niveau de la bouche, qui, vous voyez, dans les petits trous aussi que vous voyez ici dans les papilles, en fait, la salive arrive avec la nourriture. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc, la salive rentre dans les papilles avec la nourriture et permet l'identification du goût amer, doux, umami, acide, salé. OK? Donc, ça, c'est toute une question des types des papilles. Donc, ça doit être dissolu par la salive. Donc, vous remarquez encore une fois l'importance de la mastication parce que sans mastication, on n'a pas de salive, sans salivation, donc on n'a pas en fait la perception du goût. OK? Je peux me permettre aussi, c'est que Oui? par rapport à ce que j'ai aussi découvert, c'est que le goût, oui, il vient principalement de la langue, mais également du palais. Parce que quand on porte un appareil dentaire avec un palais, on a beaucoup moins de goût. Hein. Mhm. Et Torine nous l'a bien dit. Et moi, je l'ai découvert quand j'avais mon appareil dentaire, justement, adolescente. Et également, si on se bouche le nez, qu'on n'aime pas quelque chose, le goût, il passe. Donc, je Ouais, crois que aussi, et quand on a un rhume, on a beaucoup moins de goût. Pourtant, la langue n'est pas atteinte. Donc, c'est vraiment la combinaison de la langue qui va sur le palais et qui fait travailler le nez en même temps, toujours. Parce que s'il y en a un des absolument. trois qui est pas actif, le goût Mhm. sera beaucoup plus atténué. Donc, Absolument, oui, oui, absolument. C'est pour ça donc qu'on dit, voilà, il y a les cinq goûts dans la langue, mais ce qui est important aussi, c'est le goût, l'olfaction rétronasale. Je pense que tout le monde a l'idée, en fait, de la perception du fromage qui c'est vraiment de montagne, il sent vraiment d'animal. Mais quand on l'a en fait en bouche, ça devient crémeux, ça devient doux, ça devient beaucoup plus, voilà, plus apprécié. Mais si on le sent avec les nasales, en fait, c'est un autre goût encore. C'est vraiment le mélange du fromage avec la salive qui amène cette olfaction rétronasale qui peut plaire. Donc, c'est vraiment l'olfaction, en fait, les odeurs qui sont dégagées une fois qu'on a en bouche, en fait, l'aliment. Et comme tu disais, Anne, bien évidemment, quand on a des traumas au niveau du nez, on a simplement un rhume, ben, en fait, on n'a pas envie de manger. Ou quand même, l'expérience alimentaire, elle sort vraiment appauvrie parce qu'on n'a pas le même plaisir. Et donc, au niveau du goût, en fait, ça permet justement de remarquer les différences entre les odeurs et les arômes et l'importance de la mastication. Ok. L'odeur d'un aliment peut être assez différente par rapport à son arôme comme on a dit, par le fromage. Donc, et la température en bouche, c'est un point clé pour dégager vraiment les arômes et les goûts. Donc, c'est très important parce que ça permet la diffusion, en fait, des arômes. OK? Et après, donc, on a la sensibilité, en fait, trigéminale du nerf, en fait, trigémo qui sort d'ici. Et ça permet, en fait, de donner toutes les informations au niveau on va dire, piquant, brûlant, rafraîchissant, des sensations comme les caractères irritants des oignons, ne sont ni des saveurs ni des arômes, mais ça permet justement de donner en fait des informations supplémentaires de ce qu'on a en bouche. OK? Et les nerfs trigémaux, en fait, innervent tous les mucoses de la face. C'est pour ça que ça peut être que vous mangez du piquant et vous commencez à pleurer. Parce qu'en fait, c'est tout en fait connecté ensemble. Les nerfs est les mêmes. Donc, surtout avec vraiment les mucoses en fait de l'œil, de la mucose nasale, ça peut couler le nez par exemple, et la mucose en fait buccale. Et après, donc, on a aussi les touchés parce que dans la peau,
Donc, on a la partie superficielle de la peau qui est l'épiderme, et après, on a les dermes. Et dans le derme, on a toutes les terminations, en fait, mécaniques. Donc, déjà, avec les doigts, on a quand même comment dire, le toucher de ce qu'on est en train de prendre, mais aussi au niveau dentaire. Aussi, les dents et les muscles et les articulations ont la capacité de déterminer ce qu'on est en train de manger, si il est solide, il est croquant, il est lisse, il est, voilà, il est en mousse. En fait, ça détermine aussi des préférences. Personnellement, moi, j'adore le croquant. J'aime quand un gâteau, il est fait croque. J'aime pas les desserts en cuillère. Ça me plaît pas. Parce que probablement, j'ai besoin vraiment d'avoir cette sensation au niveau des articulations des dents qui me donne en fait ce plaisir. Et chacun est différent. Et justement, tout ça, vous voyez, c'est vraiment des petits, euh, on peut dire comment dire, des aspects différents, mais qui participent en fait à la formation du goût. Et donc, le toucher et la mastication, c'est toujours très important de remarquer la différence, comment dire, l'importance en bouche de la mastication, de ce qu'on a en bouche. Ça doit nous plaire. Les croquants de la salade ou le fait d'être lisse du fromage, tout ça, c'est quelque chose qui va construire en bouche. Donc, c'est très important que ça correspond. C'est pour ça que je pense que la plupart d'entre vous, ben, les premiers mois post-op, c'était un peu difficile à un moment donné parce que vous avez besoin peut-être de développer un peu de croquant, de mastiquer. Et voilà, quand on mange que du liquide, de la soupe et du bouillon, à un moment donné, ça devient frustrant, je pense. Et donc, en éducation, c'est très important de comprendre qu'on a des dents et chaque dent participe à des fonctions différentes. Donc, euh, donc l'aliment, on prend l'aliment avec nos doigts, voilà, on prend la pomme avec nos doigts, on le pose en bouche et c'est les dents de devant, en fait, qui ont les propriétés mécaniques d'arracher la pomme et c'est la mastication proprement dite qui va être faite par les molaires. Donc, vous voyez l'importance du fait que, voilà, on fasse la panoramique dentaire en préop. Parce que c'est clair que quand on a au niveau oral une difficulté au niveau de la dentition, bien évidemment, les étapes de la mastication vont être vraiment en danger. Donc, c'est difficile, hein, mais c'est dont l'importance d'avoir une hygiène dentaire parce que quand on arrache la pomme, on l'amène en fait, on commence à faire tourner la langue en forme de 8 à droite, à gauche, justement parce qu'elle puisse, à travers le molaire, être bien mâchée. Quand la pomme est correctement, a été dissolue avec la salive, a été mélangée, pardon, avec la salive, ben finalement, quand on est prêt, on dégage postérieurement le boucher et quand il arrive dans la partie postérieure de la langue, vous voyez ici, donc en rouge, il s'active le réflexe qui permet d'avaler. Donc, la trachée va être fermée à travers un réflexe. L'épiglottide va, comme un couvercle, va fermer la trachée et ça permet l'ouverture de l'ésophage. Et donc, le boucher descend au long de l'ésophage grâce au fait que la trachée est protégée par l'épiglottide. Donc, ça veut dire que quand on mange, on ne peut pas parler. Parce que autrement, si on parle, ça veut dire que notre voies aériennes sont ouvertes. Parce que la voix, c'est le passage de l'air à travers le corps vocal et ça permet l'articulation en fait du son. Mais si on est en train de mâcher et qu'on doit avaler, en fait, c'est difficile parce qu'on a les deux tuyaux qui doivent être ouverts en même temps. Mais les risques, c'est que la nourriture tombe sur le tuyau antérieur et c'est celui de la trachée. Et donc là, il y a l'étoufflement ou la bingestie, ça veut dire manger, faire tomber de la nourriture vers les tuyaux en fait respiratoires. Donc,
Entre les autres choses du jour d'aujourd'hui, c'est ce système en fait de manger rapidement et de répondre, de parler. En fait, non, on pose la fourchette, on avale et après on parle avec notre interlocuteur ou notre interlocutrice. OK? Et enfin, mais pas pour important, c'est toujours quand même bien de se rappeler aussi de lui, non seulement de la nourriture soi-même, ça veut dire du croustillant, comme on a dit, ou comment dire, du bruit, de la boîte, quand elle s'ouvre, ou tout ça. Mais c'est important aussi du contexte. Donc, du contexte où on mange. Donc, est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a des personnes qui parlent? Vous voyez, dans les restos gastro, en fait, il y a toujours de la belle musique classique, du jazz. Donc, l'expérience, ça devient beaucoup plus agréable. Tandis que si on mange, en fait, en pizzeria avec beaucoup de bruit, avec la classe des enfants à l'école, ben, c'est beaucoup plus alourdi, en fait, comme ambiance. C'est pas parce qu'une est meilleure de l'autre, mais c'est que tout ça, ça joue en fait sur la façon de manger. Donc, c'est très important de penser aussi au contexte, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, Anne, voilà, de dire oui, il est beau, mais aussi désagréable en fait au niveau du son, de la musique, voilà, ou d'éviter d'être avec des radios ou des pire encore avec la télé allumée, hein. Bien évidemment, ça, je pense, j'espère que personne ne le fait, de manger avec la télé allumée, parce que si on mange avec les infos catastrophiques du jour d'aujourd'hui, on n'a que des nausées, en fait, on n'a que des vomissements en raison de ce qui arrive. OK? Donc, pour conclure, on va dire, et le plaisir, où est-ce qu'il est? Donc, tous les sens apportent des informations sur l'aliment dégusté. On a dit, ça dépend en fait de la personne, du mangeur. OK? Ces informations finissent par se rejoindre et construire une image multisensorielle, véritable objet mental inscrit dans notre cerveau. Donc, OK, j'ai les spaghettis au brocoli dans ma tête et ça correspond. Les systèmes sensoriels montrent une profonde unité des fonctionnements au niveau du codage, de l'intensité, de la nature d'une stimulation, ainsi que de la mise en forme et d'un traitement de l'information. Donc, c'est très réglé. Oui, je l'ai déjà mangé, je connais, c'est bon, ça c'est meilleur, c'est pire par rapport à l'autre expérience que j'ai eue de la même assiette. Grâce à cet examen sensoriel pointu et exhaustif, le mangeur saura si l'aliment dégusté correspond à un modèle connu ou il pourra choisir le comportement alimentaire mieux adapté, accepter d'ingérer, avancer, demander le bis, demander une autre assiette ou le rejeter. OK? Donc, c'est important que si pour une raison quelconque l'acte alimentaire est mal vécu, le label hédonique, donc le plaisir alimentaire attribué aux aliments, est extrêmement modulable. Alors que l'image sensorielle peut être stable, parce que c'est peut-être stable pour deux personnes similaires, les jugements affectifs est sans cesse remis en question et en fonction de la signification qu'on a donnée en fait à cette assiette. Vous voyez comment c'est tout extrêmement modulable par rapport aux expériences et par rapport au vécu. Donc, l'appréciation des aliments provient du vécu du mangeur et non des aliments eux-mêmes. OK? Et les préférences sont à la fin des résultats d'une histoire personnelle lourdement influencée par l'éducation, la culture, la religion où on a vécu et les capacités socio-économiques. OK? Donc, c'est très important de comprendre tout ça parce que quand euh, euh, on, on considère l'acte de manger, oui, on mange pour nous prendre de l'énergie, pour continuer à vivre et tout ça, mais c'est important de comprendre que finalement, l'image qu'on va construire en tête, elle est beaucoup, beaucoup plus complexe et extrêmement magnifique. Et c'est vraiment dommage de manger parce qu'il faut manger, de manger voilà, dans des contextes qu'on n'aime pas, ou encore pire, de manger des choses qu'on n'aime pas. Parce qu'on va donner vraiment des messages contradictoires au niveau cérébral et
le plaisir à les manger, qui est hédonistique. Donc, on mange pour une question hédonistique, pas seulement pour l'énergie. Et on va habituer, entre guillemets, notre cerveau à accepter de façon passive ce qui va avaler sans correctement poser des questions. Est-ce que ça correspond à ce que j'avais envie de manger? Ça correspond à ce que j'ai besoin de manger? Ça correspond à ce que j'ai bien envie de voir manger? Est-ce que l'assiette, vous voyez comme il y a vraiment énormément de déclinations et que finalement, l'acte alimentaire a une importance déterminante sur notre rapport avec le monde, avec nous-mêmes, et avec la famille, avec l'amour qu'on exprime à travers la nourriture. Oui, Et dites, Didi Anne, oui, ben c'est justement la complexité entre ce dont j'ai envie et de ce dont mon corps a réellement besoin. Il y a une grande distance quelquefois, hein. ouais, ouais. C'est pas En fait, c'est les obstacles qu'on se pose au niveau des croyances alimentaires qui souvent ouais, font résistance, hein. Parce que on a déjà fait plusieurs fois l'exemple que parfois j'aurais envie d'un pain au chocolat, mais je ne me l'octroie pas parce que voilà, il faut pas. Mais finalement, si je mange un pain au chocolat en pleine conscience et donc je suis attentive au message que ce pain au chocolat me donne, il est possible que les pains au chocolat, par rapport à ces apports énergétiques, suffisent jusqu'à midi, jusqu'à 14 heures. Voyez, donc le but, c'est de dire, bon, j'ai envie du pain au chocolat ce matin, j'ai vraiment besoin de ça, et le corps va gérer toute seule mes besoins énergétiques. ouais, d'où la pleine conscience, vraiment, parce que si on Oui, mange comme ça, parce que, voilà, je veux dire, l'envie, je vais dire, animale, bah, c'est effectivement que ça va pas être bénéfique pour nous. Mais c'est vrai que la pleine conscience va permettre à cet aliment, qui au départ n'est pas bon, enfin, entre guillemets, et il sera bénéfique parce que déjà, mentalement, je me serais fait plaisir, émotionnellement. Ouais. Donc, comme disait Sergio, les 500 grammes, je préfère les 200 grammes de pain au chocolat que les 500 grammes de frustration. absolument. Hmm. OK, on avance avec la pratique, hein. Je pense que... Ah oui, c'est l'heure, hein, c'est 11h20, donc on commence avec la dégustation. Je dirais qu'on commence du salé. Qu'est-ce que vous en pensez?